Bon, rebonjour à tous. Quand Mahdi Zakaria m'avait demandé de faire la keynote, j'étais parti sur une perspective de parler un peu de cybersécurité, mais quand j'ai eu l'occasion depuis hier de regarder toutes les vidéos qui ont été faites et qui ont été postées, le contenu était tellement riche que j'ai dû changer d'approche pour faire cette keynote. Donc je vais essayer de la résumer, j'ai pris quelques notes. Beaucoup de choses ont été dites et si je dois résumer tout cela, il y a peut-être un mot qui est l'espoir et prise de conscience. Et donc, on a vu beaucoup de talents, beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges, beaucoup d'entraide et surtout beaucoup de coopération dans cet événement sommet africain. Alors, je ne vais pas trop m'attarder, si ce n'est que je vais essayer de relever les éléments les plus saillants que nous avons vus et peut-être vous restituer une certaine vision, d'accord, en tous les cas, un certain résumé avec un angle d'attaque bien particulier, c'est-à-dire je vais axer plutôt sur quels sont les défis qui nous attendent, quelles sont les priorités, quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles. Donc en traitant de ce sujet de la sécurité de manière générale, ce sommet n'a négligé quasiment au fait aucun point, d'accord, tellement ça a été vaste. On est parti de l'usage, aux technologies, aux aspects réglementaires, aux différentes organisations, et nous avons vu qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été entreprises ces 5 dernières années, et plus particulièrement ces 2 dernières années. Aucun sujet donc n'a été négligé. Quels sont les piliers donc d'une politique sécuritaire efficace, les modes de gouvernance les mieux appropriés, quelles sont les menaces et comment elles sont-elles véhiculées, par quel médium, que ce soit au fait capter de l'information chez un adversaire ou un compétiteur, ou mettre hors d'état de fonctionnement un équipement, une infrastructure ou carrément toute une industrie. Ce sont des points qui ont été donc abordés. Comment se prémunir contre ces vulnérabilités, quel niveau de coordination faut-il, sachant que la configuration donc, de nos différents pays et du continent africain particulièrement, avec ses régions, ses sous-régions, ses pays, ses différentes cultures, son économie qui est difficile, sa population très nombreuse. Pour l'essentiel, on le retient qu'il y a une réelle prise de conscience. Et ça, c'est déjà une avancée. Je me rappelle, il y a dans une époque qui n'est pas encore très lointaine, la cybersécurité était un terme abstrait. Et aujourd'hui, il y a une réelle prise de conscience. Il y a donc en ces différents signes révélateurs de cela. D'abord par la typologie de l'audience. Aujourd'hui, il y a des opérateurs, des acteurs, des institutionnels, des corps constitués, des représentants de gouvernement. Et si on se réfère à l'enquête qui a été conduite pour la préparation de ce sommet, sur un peu plus de 1000 répondants, 50% ont annoncé qu'ils allaient doubler leur budget de lutte contre les insécurités. Ça veut dire que bon, la conscience est là, que le budget est là, et donc il y a aussi une opportunité économique. Sur les gouvernements des pays africains réunis, en 2012, ils avaient dépensé près de 40 milliards de dollars pour toutes les questions de cybersécurité. À juin 2016, c'est 10 milliards de dollars de plus qui ont été dépensés, et à horizon 2022, c'est encore une fois 10 autres milliards de dollars. 50% de progression en 10 ans. C'est dire qu'il y a énormément d'opportunités. La cybersécurité, c'est donc aujourd'hui en Afrique, en tous les cas, une économie qui est tangible, et beaucoup de pays ont progressé. Il reste encore des efforts à faire. Pour le cas particulier de l'Algérie, selon un classement de l'ITU, elle s'est hissée au 67e rang, d'accord, sur 190 pays notés, ce qui la positionne parmi les pays matures. Il y a d'autres pays, bien évidemment. Mais en matière de cybersécurité, c'est très vaste. En cyberdéfense, lutte contre le terrorisme, énormément d'efforts ont été faits. Beaucoup d'agences gouvernementales ont été créées. Mais il reste encore pas mal à faire, en ce qui concerne notamment la protection des industries, de la vie privée, des individus. Des efforts sont encore à faire, notamment en Algérie et dans les autres pays, pour atteindre ce palier de leader. Nous ne sommes pas encore leaders dans cette partie-là.
Nous sommes plutôt suiveurs, de bons suiveurs, mais en tous les cas, on n'est pas encore leader. On n'est pas encore leader parce que nous ne maîtrisons pas la technologie. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure très furtivement. On ne maîtrise pas la technologie. Quand on ne maîtrise pas la technologie, on ne maîtrise pas au fait les subtilités de des failles. Et il faudrait qu'on soit plusieurs à être conscients en tous les cas. Il n'y a que 12 pays qui ont une législation appropriée sur la cybercriminalité en Afrique. Plus de 30 pays n'ont aucune législation liée à la cybersécurité. La coopération régionale est importante pour accélérer les développements en cette matière-là. Et ça, nous l'avons vu à travers des exemples. Sur la question des cybertechnologies, enfin, en tous les cas des attaques et des spécificités, comme je disais tout à l'heure, si nous ne maîtrisons pas la technologie, on ne maîtrise pas les failles. Si nous ne maîtrisons pas les failles, on ne sait pas sécuriser ni nos populations, ni notre industrie, et plus généralement notre économie. La plupart des attaques les plus dangereuses ne sont pas les attaques DDoS qui augmentent l'indisponibilité, ce sont des attaques effectivement qui sont gênantes, mais en tout cas, c'est des attaques qui ne paralysent pas toute une économie. Mais nous avons des exemples, au fait, où des attaques paralysent toute une économie. La protection des données est un élément extrêmement important. L'interprétation des données est importante. Et la protection, en tous les cas, de cette interprétation. Donc, parmi tout ce qui a été cité, je trouve que pendant ce panel-là, enfin, en tous les cas, ces deux jours, nous n'avons pas insisté sur la nécessité de maîtriser la technologie, de maîtriser les codes qui existent dans les équipements que nous utilisons, dans les applications que nous utilisons. Et ça, c'est peut-être un axe d'effort. Ces plateformes, comme ce sommet africain, dans ces prochaines éditions, mais également il faudrait qu'il y en ait d'autres, il semblerait que ce soit une des priorités. Ce sont des failles liées à des systèmes, des infrastructures. Donc la cybersécurité, même si elle s'est développée en matière de cyberdéfense, elle reste encore à se développer sur les autres aspects liés plutôt à l'industrie et à l'économie. On peut dire que les efforts sont notables, il y a une forte accélération, mais en tous les cas, qu'elle reste encore timide face à certaines menaces. D'autant plus que l'Afrique a un rythme de croissance qui est très rapide. Et elle a ses propres caractéristiques, cette Afrique. Elle aspire à des développements, elle est en pleine mutation digitale, sa population se développe relativement vite. Je vais partager avec vous juste quelques chiffres pour voir un petit peu ce qui nous attend et mettre en relief par là toutes les différentes opportunités qu'on peut avoir en matière de cybersécurité. L'Afrique, c'est 5% de croissance en moyenne annuellement. Aujourd'hui, nous sommes à un peu moins de 2 milliards d'habitants. En 2050, on sera à 2 milliards 100. Aujourd'hui, nous avons 300 millions de ces 2 milliards qui font partie de la classe moyenne, soit 15%. Et on va arriver à 2050 à près de mémoire 70%, 1,4 milliard qui feront partie de la classe moyenne. Nous allons avoir une classe moyenne qui va être multipliée quasiment par 5. Et une classe moyenne multipliée par 5, c'est-à-dire c'est une accélération du développement. C'est une accélération des besoins. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. Mais à contrario, nous avons aussi 400 millions de personnes qui gagnent moins de 1,3 $ par jour. Donc c'est des personnes qui ne sont que de simples utilisateurs de ces moyens technologiques. Quand on parle d'accélération de développement, on va parler au fait d'accélération de l'appropriation des technologies, de leurs usages. Selon la BAD, c'est cette classe moyenne, c'est une force de presque 1,4 milliard, d'accord, qui va conduire le développement de l'Afrique. Et si on conduit le développement de l'Afrique ainsi, ça a quelques implications. Donc une très forte croissance, une classe moyenne dominante, mais surtout une population constituée majoritairement de jeunes. Et c'est un continent qui a aussi des richesses souterraines. Et tout cela doit faire partie, ce sont toutes les variables de l'équation de développement de l'Afrique. Ça sous-entend donc des mégapoles. On va avoir des mégapoles. L'une des premières aujourd'hui en Afrique, c'est Lagos. Des énergies renouvelables et donc une transition énergétique, mais également une plus forte appropriation dans le quotidien des technologies, des moyens de stockage, des moyens de partage et de mutualisation, mais surtout au fait des technologies qui vont favoriser ce qu'on appellerait au fait des circuits courts. Aujourd'hui, l'Afrique exporte sa matière première, ses richesses souterraines, mais ne développe pas au niveau industriel. Et aujourd'hui, avec le développement de la technologie, il devient possible d'aller sur une stratégie de circuit court ou une stratégie de
industrie des produits semi-finis ou encore une fois des produits transformés. Je vais vous citer juste un exemple qui est frappant, c'est celui au fait de l'Afrique de Côte d'Ivoire, qui a décidé, au lieu d'exporter la fève, donc le cacao, à le transformer en pâte, qui est 10 fois plus rentable pour l'Afrique. Donc c'est une voie de développement qui est indéniable. Un jeune, aujourd'hui, on ne peut pas le cantonner sur une stratégie. La technologie le permet, l'industrie, le processus industriel sera raccourci. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont se faire au niveau local. Donc il y aura des infrastructures, des systèmes qui seront hébergés au niveau local, des données de consommation qui seront hébergées au niveau local. Donc cette stratégie des circuits courts va imposer donc des défis. C'est pour cela qu'il faudra maîtriser la technologie. Et donc la coopération en termes de cybersécurité en Afrique, et ça s'est révélé aussi à travers les différentes interventions, toutes de qualité. On a vu des technologies, on a vu des applications, on a vu des sociétés partenaires étrangères, à l'Afrique en tous les cas, présenter des solutions innovantes, mais on n'a pas vu d'Africains champions qui maîtrisent ce type de technologie, qui ont développé, qui ont innové, qui ont breveté. Et si vous voulez, face à cette stratégie donc, de mégapole, d'interconnexion, de transition énergétique, finalement cette stratégie de circuit court qui commence à se généraliser, je pense que c'est le défi majeur que nous pouvons avoir. Dans les mégapoles, il s'agit aussi de connecter des villes, des pays et, in fine, donc des continents. Donc il y a un enjeu de connectivité qui est extrêmement important. Si on n'est pas connecté, si nous n'avons pas ces plateformes connectées, eh ben, il n'y a pas lieu de se poser la question de cybersécurité, puisque de toute manière, si nous n'avons pas ça, les plateformes seront hébergées ailleurs, nos données ailleurs, et donc, à part la conscience qu'on peut en avoir, d'accord, nous ne pouvons pas agir. Et à ce moment-là, l'enjeu de la connectivité paraît passer avant l'enjeu de la cybersécurité. Pour autant, le phénomène d'accélération que nous connaissons va finalement espacer les deux questions, connectivité, cybersécurité, de à peine quelques années. Quelles sont les sources de financement de ce type de technologie? Sur cette stratégie des circuits courts, on n'en parle pas beaucoup, mais en tous les cas, chaque pays la déploie. Dès qu'on parle de transformation ou de nécessité de transformation, on parle de stratégie de circuits courts. On rapproche la matière première d'un produit fini, et donc on a besoin de l'exporter. Et sur ce point-là, il y a une réduction donc, des processus industriels et il faudra sécuriser l'interconnexion donc, des plateformes. Et donc notre vulnérabilité, demain, sera la vulnérabilité de quelqu'un d'autre. Si nous sommes interconnectés, que nous sommes vulnérables, l'autre est forcément vulnérable. C'est ce que nous avons retenu aussi de ce sommet. En tous les cas, c'est un axe qui paraît être intéressant à développer. Une chaîne logistique maîtrisée. Quand on parle de stratégie de circuit court, pour reprendre l'exemple de cette pâte de cacao, il va falloir la vendre. Pourquoi demain, ce n'est pas tout un pan de l'économie, ou en tous les cas un écosystème ou une chaîne de valeur qui se développe au niveau local et qui a besoin de commercer ça, faire du e-commerce transfrontalier. Et donc, il y a nécessité d'optimiser les circuits logistiques, d'intégrer le phénomène de confiance. On a beaucoup parlé de cybersécurité / confiance numérique. Et donc, que tous les acteurs de la chaîne soient des tiers de confiance. Et pour cela, on a vu que la technologie blockchain, qui n'est pas utilisée uniquement pour les paiements électroniques, pourrait être une alternative, ou en tous les cas une solution. C'est une instruction très intéressante, même si nos législations ont peur ou craignent certains modes de paiement électronique, certaines monnaies, comme la crypto-monnaie, ou peu importe le moyen de transport de fonds dématérialisés. La technologie blockchain peut être utilisée aussi en matière de logistique, et nous allons en avoir besoin. C'est dire que la cybersécurité liée au blockchain, en tous les cas à tout ce qui est tiers de confiance, peut être aussi une des priorités que nous avons après la connectivité. Sur le e-commerce transfrontalier, ce qui est important à mon sens, tel que je l'ai compris sur ces prochains jours, j'ai peut-être un avantage par rapport à vous, c'est que je me suis concentré sur quelques heures à regarder toutes les vidéos qui étaient sur Internet. Donc, j'ai retenu que l'essentiel.
Et si vous voulez, sur cette partie-là, il y a beaucoup d'initiatives locales, et on l'a vu sur les exemples qui ont été cités par les différentes instances et corps constitués algériens. Il y a nécessité d'harmoniser les arsenaux juridiques, mais surtout de les corréler, de manière à avoir exactement la même efficacité juridique en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Congo, en France ou aux États-Unis. Et ça, c'est un très gros problème. Pour reprendre l'exemple qui a été cité par Ali Khlan, concernant ce fameux site d'ANP.org, il y a quelque chose qui nous gêne, nous, mais qui ne gêne absolument pas un pays voisin ou un pays partenaire. Aux États-Unis, la liberté d'expression autorise beaucoup de choses. YouTube, Facebook, on peut faire n'importe quoi. Ça peut nous gêner ici, ça peut créer des crimes, d'accord, mais nous n'avons aucun arsenal juridique. C'est peut-être aussi une voie d'évolution. Elle n'est pas uniquement technologique, mais il y a une corrélation des arsenaux juridiques. Enfin, la question des moyens. Quand on parle de cette industrie, si elle n'est pas locale, si la chaîne de valeur de cyberprotection, je dirais ça, ne se développe pas au niveau local, on ne saura jamais permettre aux populations les plus défavorisées, ces 400 millions d'individus qui vont devenir 600 millions à horizon de 2050, de se protéger. 57% des logiciels en Afrique sont sans licence. 25% des infrastructures sont obsolètes. Elles n'acceptent même pas les nouveaux logiciels ou les nouveaux moyens de protection. C'est aussi une priorité. Donc avant d'aller sur des choses plus complexes, d'accord, il y a des choses plus simples qui doivent être abordées. Et peut-être que dans cet ordre-là, donc connectivité, arsenaux juridiques corrélés et démocratisation, vulgarisation des moyens de protection, mise à niveau des équipements est une chose qui est bien. Et donc ça doit être un thème peut-être de l'entraide ou de la coopération, histoire de ne pas démultiplier les efforts. Vous l'aurez bien compris, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Les acteurs, tous sont impliqués, les plus grands comme les plus petits. Des porteurs de projets comme les entreprises établies. On a vu l'exemple de Jay-Z, par exemple, quand il parlait de sa politique. Elle parlait de sa politique. Mais tant que nous n'avons pas de champion, on restera toujours vulnérable. Et notre vulnérabilité atteindra d'autres. Et peut-être que dans l'entraide, au-delà de la Méditerranée, ou en tous les cas autour de l'Afrique, faire émerger des champions paraît être la priorité. C'est un axe, à mon avis, primordial. Ça n'engage que ma personne, bien évidemment, mais en tout cas, je le partage et j'ai eu l'occasion de discuter avec certains d'entre vous. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé. Et s'il est partagé, l'opportunité économique, elle est concrète. Difficile de dire davantage, parce que tout a été dit ou quasiment. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'un événement comme celui-ci mériterait d'être reproduit avec davantage d'objectifs locaux, montrer des champions, montrer des entraides et cibler les différentes menaces auxquelles nous devons faire face. Juste pour terminer sur une menace qui paraît peut-être imperceptible, c'est celle de la propriété des données. En attendant de s'approprier nos données ou de les héberger localement, parce qu'il y a beaucoup de challenges liés à la connectivité, avoir des data centers, les arsenaux juridiques, etc. Il y a déjà une manière de dire que ma donnée, même si elle est hébergée ailleurs, son interprétation m'appartient. Et ça, c'est un réel défi pour l'Afrique, parce qu'on ne va pas se développer à la même vitesse, ni au même moment. Et donc il y aura des pays développés à un moment, des pays un peu moins développés. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils feront face exactement aux mêmes problématiques. Et donc une législation africaine qui donne une priorité aux pays d'exploiter l'interprétation, enfin leurs données et leur interprétation, paraît être aussi un axe de développement. Certains pays commencent à le faire, notamment aux États-Unis aujourd'hui, où, au-delà de la propriété de la donnée et de sa sécurisation, l'interprétation devient une question réelle. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une note de fin, d'accord. Après les champions locaux, il nous faudra donc maîtriser nos données et leur interprétation. En tout cas, je vous remercie. Je voudrais saluer tous les intervenants et leur qualité. J'ai pas mal appris sur ce sommet-là. Saluer Mehdi pour cette organisation très dynamique. Et j'ai eu l'occasion aussi de découvrir certains talents, beaucoup de projets ambitieux, et donc les financements alternatifs pourraient se faire aussi
dans ce domaine. On n'en voit pas beaucoup. En tous les cas, aujourd'hui, je terminerai juste sur ce chiffre. J'avais dit qu'il y a eu une progression, en fait, de 50% entre 2012 et 2022 sur la consommation donc, de produits liés à la cybersécurité. D'ici 2050, ce sont plus de 100 milliards de dollars qui seront consommés annuellement, d'accord, que ce soit en équipement ou en service, sachant qu'aujourd'hui, cette industrie des circuits courts en Afrique intégrera forcément, d'accord, le champ économique des échanges mondiaux. Je vous remercie.